Bonjour, Voilà, voilà, vous j'arrive. m'entendez? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien. Merci. Alors déjà, je vous dis un grand merci, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Ah d'ailleurs, regardez ce que j'ai reçu tout à l'heure. Ah ben voilà, il paraît que c'est un chouette bouquin, ça. Ouais, wow, je l'ai survolé. Waouh. Ouais, Et puis on oui, sent que vous êtes une personne engagée, hein, parce que ouais, ça va. aujourd'hui d'ailleurs, que vous fassiez votre métier ou naturopathe dans ces temps qui courent, c'est pas évident, hein. Facile. Je me bagarre avec l'ordre des médecins. Comment? Je me Ouais. bagarre avec l'ordre des médecins sans arrêt. Eh ouais, ouais, ouais. Donc, il me En tout convoque cas, sans vous arrêt obtenez. En plus, ce que vous faites, ça me fait penser à ce que vous connaissiez le docteur Signalé. oui, hein, tout à fait. Tout à fait. Évidemment. Ce que vous faites ou la doctoresse Kousmine, c'est dans le Ouais, même état ouais, d'esprit. tout à fait. Il y a des traitements de Kousmine que j'ai repris dans la pratique. Et Seignal est un précurseur. Il avait raison trop tôt. C'est ça. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu la la naturopathie, l'hygiénisme, tout ça? Est-ce que c'est des branches Ben, qui... j'en entends parler, mais je ne peux pas tout pratiquer, évidemment. D'accord. Parce que, moi, j'ai fait l'hygiénisme avec le docteur André Pasbec. Mhm, J'ai aussi suivi la formation de Robert Masson. Et mhm, puis, je me suis énormément intéressé parce qu'en fait, je me suis vite rendu compte que un naturopathe, la formation n'était pas assez scientifique. Et mhm. ça me manquait. Et Ouais. donc, très rapidement, j'ai fait des recherches auprès de Dr. Kousmi ou de Seignalé, etc. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui de collaborer avec des Mhm. scientifiques, dont une qui est biologiste, qui travaille à l'INSERM. Et c'est vrai que ça me permet d'avoir une naturopathie qui ne soit pas unique. Alors la naturopathie, c'est intéressant parce que c'est une science, entre guillemets, qui est essentiellement expérimentale, mais elle a besoin aussi d'un apport scientifique parce qu'aujourd'hui, rien que quand on a des compléments alimentaires, si on n'a pas un minimum de connaissances, on ne peut pas les évaluer. Tout à Et l'heure, bon, cet après-midi, j'ai une réunion d'une demi-heure avec une école de naturopathie, je ne sais plus son nom, et je dois donner 7 heures de cours. Donc voilà, donc il y a pas de souci. Et normalement, dans les cours et les confs que je donne, ben, il y a de tout. Il y a des médecins, il y a des nutris, il y a des naturopathes, il y a un peu de tout. Et pour moi, ce sont des collègues, point. Je ne fais pas de différence. c'est ça, c'est Et ça. c'est Et vrai que les d'ailleurs, ce naturopathes, que je c'est beaucoup vois, de choses, hein. Ouais. c'est que au-delà des discours, les résultats que j'arrive à obtenir en tant que naturopathe hygiéniste, ou les vôtres, ou bien ceux de Kousmine, ou ceux de Signalé, à partir du moment où on a une approche holistique, c'est-à-dire qu'on tient compte de la nutrition, des compléments alimentaires et des facteurs de santé, Tout à fait. ben, à l'unanimité, on obtient des résultats assez similaires. Vous êtes d'accord quand même? Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. C'est ça, c'est ça. Alors vous, évidemment, le fait d'être médecin, c'est un atout parce que vous pouvez mieux maîtriser les analyses, les produits. En termes de médicaments, vous vous situez où aujourd'hui? Oh, j'utilise très très peu l'allopathie, très très peu, mais ça m'arrive. Bon, moi, je suis ORL à la base, donc j'ai encore des consultations ORL strictes. Alors, évidemment, quand j'ai un petit gosse de 8 mois qui a les oreilles qui coulent du pu, je le mets évidemment sous antibiotiques local et par général, parce que j'ai pas envie que ses osselets sont tympan à la poubelle. Donc, je dis pas que l'allopathie c'est mauvais, ça rend des services, mais faut limiter au mieux, quoi. Voilà, Par c'est clair. exemple, j'ai lu certaines de vos informations où vous dites que pour les problèmes de thyroïde, comme il y a, par exemple, vous hésitez ou vous ne proposez pas trop le lévothyrox en première intention, vous préférez Jamais, avoir une jamais. approche plus large, Ouais, tout à vous fait. avez une compréhension plus large et donc Ben vous oui, proposez un thyroïde autre peut médicament. dysfonctionner, elle peut dysfonctionner parce qu'il n'y a pas assez d'iode, parce qu'il n'y a pas assez de cofacteurs pour transformer la T4 en T3, donc manganèse, molybdène, la B12, le zinc, le fer. Donc si, il faut optimiser d'abord la micronute pour favoriser la conversion de T4 inactive en T3. Il faut aussi que le récepteur fonctionne, donc il faut qu'il y ait assez de vitamine D, il faut qu'il y ait assez de vitamine A, le récepteur vitamine D ne fonctionne pas sans vitamine A. Il faut également qu'il y ait les parois soient assez remplies, riches en oméga 3 et certains oméga 6 qu'il n'y ait pas de dysbiose, qu'on va décider qu'il bloquer les récepteurs. Donc une thyroïde, c'est hyper compliqué. Et dire qu'on va traiter une hypothyroïdie avec de l'iode ou avec des extraits de plantes, gugule, ashwagandha ou camphéreol, ben, ça ne tient pas la route. Il faut vraiment voir la pathologie dans son ensemble, hein.
Mais il me semble que vous utilisiez quand même un médicament pour les hypothyroïdies, non? L'hypothyroïdie est sévère, donc quelqu'un qui a plus de 40 ans, 50 ans, thyroïde qui est à moitié ou trois quarts morte, ben, c'est un peu comme des testicules et des ovaires qui sont morts. C'est pas avec de la phyto qu'on va y arriver. Donc là, j'utilise évidemment T3, T4, le Tiral ou un produit canadien qui s'appelle Armor Thyroïde, extrait thyroïdien. Mais vous n'utilisez pas le lévothyrox. Non, ça fonctionne. Dans 8 fois sur 10, ça ne fonctionne pas. Donc, dans 10 à 15% des cas, ça aggrave l'hypothyroïdie. D'accord, Et dans 3-4% des cas, ça fonctionne. Donc, c'est rare quand ça fonctionne. d'accord, Et thyroïde, je connais bien. J'ai donné plus de 138 conférences jusqu'à présent. Et je connais bien ça depuis. J'ai publié mes premiers articles sur la thyroïde il y a quasi 40 ans. Donc, d'accord. Je- euh, donc aujourd'hui, vous utilisez pas trop les médicaments, vous avez recours essentiellement aux compléments alimentaires. oui, Ah, ça voilà. la phyto, les compléments, oui. Et l'hygiène de vie également. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un qui mange rien le matin ou qui se gave de tartines de sandwich, il dysfonctionne complètement, hein, ça c'est. C'est ça, c'est ça. J'aimerais savoir si vous faites la différence entre les molécules de synthèse et les molécules naturelles qui sont incorporées dans les compléments alimentaires. Est-ce que pour vous, c'est anodin ou Alors, ça vous pose des questions? certaines molécules peuvent être de synthèse, à partir du moment où c'est à l'atome près la même que la molécule naturelle, mais c'est clair que si on prend par exemple un extrait phyto, eh bien, souvent on se rend compte que le totum, donc la prise complète du produit phyto, est plus efficace que Ouais. qu'une molécule seule. On a ça avec le synthèse. Excusez-moi, mon chat est enfermé dans le... Excusez-moi un instant. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous êtes au courant, il y a des travaux qui ont été faits à propos de la vitamine B. Euh, alors, la vitamine B naturelle et la vitamine B de synthèse. Oui, Et tout à fait. ces travaux mettent en lumière que on utilise des molécules de synthèse, alors, Oui, c'est un isomère, comme vous dites, hein, ça ressemble, mais oui, ce n'est pas parfaitement la même chose. Et ça peut faire muter le gène récepteur, le gène MTHFR. Et oui, lorsqu'il tout à est fait. Pour muté, la BNF, oui, tout à fait. la vitamine ne sera plus assimilée. Oui, Est-ce que tout vous à êtes fait. sensible à ça? Tout à fait, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, certaines vitamines B, comme la B12 ou la B9, ben, il faut des formes qui soient biologiquement actives. Et, C'est ça. Et donc, et est-ce que vous, quand vous préconisez des compléments alimentaires, de préférence, vous proposez plutôt les compléments alimentaires de vitamine B naturelle que de synthèse? oui, dans la mesure du possible, tout à fait, tout à fait. Mais il y a des formes, on sait maintenant qu'il y a des formes de B9 qui sont malheureusement toxiques. C'est ça, Voilà, donc il faut vraiment avoir les formes actives méthylées. c'est Euh, ça. c'est clair, oui, tout à fait. Alors, voilà, donc c'est intéressant. Je vous remercie pour votre réponse parce que il y a beaucoup de médecins aujourd'hui qui s'intéressent à l'approche, à votre approche. Et donc, ils ont recours à des compléments alimentaires. Par contre, ils ne font pas la différence entre une molécule de synthèse et une molécule naturelle. Tout à fait. Et ça peut provoquer des problèmes à distance, en fait. Tout à fait. La biologiste avec laquelle je travaille me disait qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui ont les symptômes d'une carence en vitamine B9, alors qu'ils ont de la vitamine B9, mais ils Exactement. n'arrivent plus à l'assimiler Pour la parce forme qu'ils ont le active. gène homozygote qui a Tout à été fait. altéré. C'est le problème du déficit génétique MTHFR. Il y a plein de variants, il y a plein de SNP différents. Et ben voilà, on peut avoir certaines conformations font qu'il faut des B9 à des mégadoses, ou bien il faut une B9 qui est directement active et pas une forme C'est intermédiaire. ça, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise des molécules synthétiques, on est obligé d'utiliser des mégadoses pour on peut forcer le passage et il y a une partie qui arrivera à passer, mais on prend le Ouais, risque d'altérer le gène récepteur, ou bien on utilise de préférence des molécules naturelles. Et ce que je vois, c'est que même alors des médecins aujourd'hui ouverts comme vous, parce que bon, je vois que vous avez une ouverture très large et ça, j'apprécie beaucoup. Mais il y a des naturopathes aujourd'hui qui font pas l'indifférence entre les compléments alimentaires qui amènent des molécules synthétiques ou naturelles, et c'est problématique quand même. tout à fait.
Alors, il y a des formes également, si on prend des compléments très intéressants comme l'acide lipoïque, il y a des formes lévogies et dextrogir, Ça, et la mauvaise forme inhibe la bonne forme. Donc, là, par contre, là, on a intérêt à avoir, à sélectionner, à avoir une technique de concentration de la forme active et pas de la forme inactive qui a un effet euh, d'accord. inverse. Alors, Ouais. après, il y a une autre notion que j'aimerais discuter avec vous. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de laboratoires qui ont tendance à isoler une molécule Ouais. pour X raisons parce elle a des vertus sans se rendre compte que ça peut poser des problèmes à distance. Par exemple, vous savez que lorsqu'il y a, par rapport aux acides aminés, il y a une sorte de compétition. Il faut ce qu'on appelle respecter le facteur limitant. Ouais. Et lorsqu'on ne le respecte pas et qu'on apporte par exemple trop de glutamine, ça peut, déjà la glutamine en excès peut se transformer en glutamate et ça peut être neurotoxique au final. Et puis il y a aussi le fait que quand une molécule est apportée de manière trop importante, elle déséquilibre l'harmonie intérieure, que ce soit pour un acide aminé ou pour une vitamine. Est-ce que ça, c'est des notions qui sont importantes pour vous? C'est important ce que vous dites là parce que la glutamine, c'est un superbe exemple. Alors, il y a moi, je vois des dosages, on doit des doses de 10, 15, 20, 30 grammes par jour de glutamine. Et on se rend compte depuis 5, 6 ans, il y a plein de publications qui le confirment, que malheureusement, chez certains variants génétiques, donc chez certaines personnes, eh bien, ces mégadoses de glutamine génèrent des cancers du pancréas, de l'intestin. Et donc maintenant, on en revient d'utiliser la glutamine comme prébiotique. Alors, si on l'utilise, il faut vraiment rester à des doses de 2 à 3 grammes, jamais aller plus haut. Et on a intérêt plutôt à utiliser d'autres molécules, comme certains acides aminés, qui sont la citrulline, etc. Parce que en fait, le problème, c'est que l'excès de glutamine rentre dans le cycle de Krebs des cellules cancéreuses et va favoriser certains cancers, euh, intestin et pancréas surtout. Et donc, j'ai pas mal bossé là-dessus avec des collègues depuis un an pour mettre au point un complément où il n'y a plus de glutamine dedans, à visée réparatrice de l'intestin. Euh, Ou bien on essaye de trouver du glutamine comme, on le trouve naturellement, par exemple dans le pollen, qui est associé à des cofacteurs et qui va lui ouais, permettre une assimilation. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on prend de la molécule dans son environnement naturel, elle est toujours apportée avec des cofacteurs qui lui permettent une assimilation optimisée. Et en plus de ça, la nature respecte aussi les dosages. Vous savez très bien que calcium, magnésium, il y a des dosages qui doivent être respectés. Et si on dose trop de molécules, ça déséquilibre d'autres molécules. Et ça, il y a certains laboratoires qui ne tiennent pas compte de ces notions de compétition, d'équilibre, d'harmonie, d'assimilation. Et vous, que ce soit vous, que ce soit les naturopathes comme moi, on a recours souvent à des compléments alimentaires. Et je m'aperçois que cette culture précise que vous possédez apparemment, il y a des médecins ou des naturopathes qui l'ont pas. mais enfin, moi, chez Sim, c'est un peu mon rôle. Donc, moi, je donne pas mal de formations, confs, cours. Et c'est de former les. En fait, on doit se former tous les jours. Moi, tous les jours, je lis la littérature, j'apprends des choses tous les jours, que ce soit en cardio, en pneumo, en neuro, en multifonctionnel, en hormonaux. Donc, le médical, c'est infini. Donc, et on n'a jamais fini d'apprendre. Et voilà. Même en hormonaux, je connais quand même beaucoup de trucs. J'apprends des trucs tous les jours, quoi. Donc, Ah oui, oui, non, mais moi, ça fait 32 ans que je fais ce métier et c'est un métier qui est fantastique parce que quand on ouvre une porte, on croit qu'on a acquis une information et qu'on maîtrise quelque chose et en fait, il y a quelque chose de nouveau qui revient nous mettre en cause. Ce métier est fabuleux parce que constamment, nos connaissances sont remises en cause. Et en tout plus à de ça, elles sont remises en cause parce que, euh, par- je pense, vous faites ce métier depuis combien d'années? J'ai fini l'amitié en 85, donc on est 2020, ouais, ça fait 40 ans. Alors moi, ça fait un peu moins, ça fait 32 ans. Et je voulais vous Ah. dire, moi j'ai observé, je voudrais savoir si c'est ce que vous avez observé dans votre clientèle. Moi, j'ai observé en 32 ans que les clients passants aujourd'hui sont atteints de troubles beaucoup plus multifonctionnels et beaucoup plus importants qu'à l'époque. À l'époque, il y a 25 ans en arrière, les personnes venaient avec 3, 4 symptômes. Maintenant, ils arrivent avec 15, 20, 30 symptômes et puis de plus en plus jeunes. Est-ce que vous avez observé ça? Oui, c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, les gens sont de plus en plus mauvaise santé.
D'ailleurs, la durée de vie est en train de régresser partout. Donc, C'est il y a ça, vraiment c'est ça. ça, Il c'est y a ça. l'alimentation défectueuse, il y a les vaccins. Il y a un gros problème, c'est que vraiment depuis 4 ans, c'était le gros chambard, le vaccin Covid. C'est une tuerie, quoi. Vraiment, autour de moi, voilà, je vois des horreurs tous les jours. Et donc, ça contribue évidemment à ce que les gens soient en plus mauvaise santé, parce que même s'ils ne meurent pas du vaccin, de toute façon, ils sont touchés en général au niveau du cerveau, au niveau des glandes endocrines, au niveau musculaire, au niveau cardiaque. Donc, Mhm. il y a des séquelles, hein, c'est clair. Alors, il y a aussi les ondes, les micro-ondes, les téléphones portables. Je ne sais pas dans quel. Est-ce que vous avez fait des travaux là-dessus par Non, rapport. Parce que ça, c'est sûr que ça doit impacter le métabolisme. c'est l'électrosensibilité, ben, on en voit, on suspecte parfois en consultation. Il y a des gens qui l'ont trouvé tout de même, eux-mêmes des patients qui disent bah, je suis très sensible, c'est clair et net. Donc, mais il y a un facteur quand même qui aggrave l'électrosensibilité, c'est la pollution par les métaux lourds. Donc, dès qu'on a des intox métaux lourds, que ce soit mercure ou autre, l'électrosensibilité augmente. D'accord. Et alors, en naturopathie hygiénisme, on dit, alors c'est une théorie et j'aimerais savoir si vous la partagez parce que factuellement, on peut observer que il y a une réalité, c'est que toutes les pathologies, plus ou moins, ont comme cause, les toxiques, les carences et les excès. Et il faut les carences, les toxiques et les excès, il faut appréhender cette notion sur l'alimentation et le physique, mais aussi sur les émotionnels, le mental. Est-ce que vous partagez euh, ce triptyque qui est que la quasi-totalité des maladies, à part les maladies génétiques et encore, auraient comme cause les carences, les toxiques et les excès? Oui, c'est clair, mais il y a également des pathologies liées simplement au vieillissement des organes. Oui, Et oui, moi, je vois oui. ça sur le Mais, terrain. mais là, aujourd'hui, on vit dans un vieillissement accéléré. On est dans une époque où le vieillissement est accéléré. Oui, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que, alors moi, je me revois quand j'avais 15 16 ans, les personnes de 60 ans, c'était des vieux finissants, ils étaient en bout de course. Maintenant, Mm. j'ai 3 ans et ben, je me rends compte que j'ai la pêche de beaucoup de petits jeunes qui ont 20 25 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a des gens qui vivent précocement, c'est comme, il y a une partie de leur faute. Ils mangent mal, ils mangent des crasses, ils n'ont aucune activité physique, ils laissent leur taux d'hormonaux baisser, un peu comme si on laissait une bagnole de 60 ans Ouais. sans eau, sans huile, et puis c'est de dysfonctionner. Donc, Mais votre remarque, je la trouve très judicieuse. D'ailleurs, moi, j'ai à peu près le même âge que vous, hein, parce que j'ai 2 ans de moins que vous. Et je me rends compte d'une chose, mais est-ce que nous, on est représentatif? Je ne suis pas sûr parce que beaucoup de gens aujourd'hui qui ont entre 50 et 60 ans, ils ont des stents, ils ont des médicaments, ils sont polymédicamentés. Vous êtes d'accord? Des gens aujourd'hui, des personnes qui ont 50, 60 ans, qui prennent aucun médicament et qui voient même leur santé s'améliorer par rapport à 20 ans, c'est plutôt rare. alors, vous avez entièrement raison. Alors, je donne un exemple, c'est que moi, donc, ma promotion 85, donc on est diplômé métier général et on se dirige, enfin, si on est sélectionné vers une spécialité, chaque année, depuis une vingtaine d'années, on se retrouve dans divers pays, une fois en Belgique, une fois aux États-Unis, une fois en Pologne, et on se retrouve, les dernières réunions, on était 30-35. Eh bien, à chaque fois, ça s'aggrave d'année en année, j'ai l'impression d'être avec mes parents, en fait. Ils ont Vous tous avez l'impression de... d'être en réunion avec des parents, des gens plus âgés que moi, C'est mes ça. parents. En Parce qu'ils vieillissent plus vite que vous. ils sont tous gros, ils ont tous un cancer, ils ont un Ah, infère, ils ont du diabète, ils ont ouais. enfin, Des problèmes cardiovasculaires, ou voilà, en exactement. veux-tu, en Et, voilà, avec des il y en a stents, avec plein de choses. il y en a deux dans le lot qui s'en sortent, c'est un Américain et moi. On sort du lot et le collègue américain, il fait la petite fonctionnelle aux États-Unis. Donc, Voilà. Alors, non, je suis complètement d'accord avec vous. Et regardez, il y a, hier, je faisais une réunion avec mes élèves parce que, donc, ah oui, vous le savez, hein, j'ai une école sur Internet. Et d'accord. je leur ai dit, j'encourage mes élèves à être vigilants sur les soi-disant petits détails. Il y Mm. a une information qui est passée sur TF1. Vous êtes en Belgique, mais TF1, vous savez, Oui, oui, c'est c'est une une chaîne, chaîne je regarde. connue en France. Oui. Et ils ont fait une petite, ils ont passé une information comme quoi les coiffeurs
Ouais. Observer de plus en plus de jeunes entre 25 et 30 ans avec des cheveux blancs, ce qui n'est pas normal. Mhm. Et donc, les cheveux blancs. Alors, ça paraît anodin, cette information, mais pour moi, elle veut dire beaucoup. Parce que ça veut dire que les jeunes de plus en plus sont carencés. Mhm. Et c'est très intéressant, d'ailleurs, j'ai regardé vos études. Euh, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que lorsqu'on commence à être carencé en magnésium, en vitamine B ou en vitamine D, c'est tout un cycle, c'est des mécanismes qui vont plus fonctionner de manière optimale et qui vont ouvrir la porte à de nombreuses pathologies. C'est clair. Après, euh, quand certains de nos détracteurs essayent de nous ridiculiser, ils disent, ouais, mais c'est pas possible qu'une vitamine ou qu'un acide aminé peut régler beaucoup de troubles de santé, eh bien, dire ça, c'est ne pas s'intéresser aux mécanismes en chaîne qu'une molécule absente peut provoquer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? C'est clair. Alors, je vais prendre un exemple. Je peux prendre le magnésium, l'iode. Je vais prendre la vitamine D, parce que vous en avez parlé. J'ai Hum, écrit un bouquin là-dessus, hum, qui est un peu la référence depuis on parle français. Ben, la vitamine D trop basse, ben, ça donne entre 40 et 80% de cancer en plus. hum, 80% des morts par Covid en première vague en 2020, 80% des morts sont dus à un manque de vitamine D. Je suis formel, les études sont là. hum, Donc, hum, on pourrait supplémenter gratuitement tous les patients en vitamine D. On aurait 80% de morts en moins. Les hum, études sont là, elles sont. On a également magnéto-immune, type sclérose en plaques, polyarthrite, diabète type 1, c'est 20 fois plus. On a un catabolisme, une destruction musculaire liée au manque de vitamine D. On a également une baisse des défenses immunitaires. On a moins de testostérone, moins d'hormones de croissance qui permettent de se réparer. Donc, en fait, voilà, une baie de vitamine qu'on fabrique dans la peau, qu'on voit au soleil. Et voilà, nos ancêtres étaient plus malins que nous, puisque moi, quand j'étais gosse, je recevais tous les jours en hiver une cuillère à soupe d'huile de morue quand j'allais à l'école. hum, Et depuis qu'on a arrêté ça, on est tous carencés en vitamine A, en vitamine D et en oméga 3. hum. Donc, nos ancêtres, Alors, plus malins que nous. oui. Alors, déjà, voilà, merci pour cette précision. Par exemple, il y a des études qui démontrent qu'une pomme des années 50, comparée à une pomme de 2025, une pomme de 2050 contenait 400 milligrammes de vitamines. Mhm. Aujourd'hui, de 400, c'est passé à 4 milligrammes, 100 Ah fois oui, moins. Et donc, si c'est très facile à comprendre, si on mange des aliments qui sont très très pauvres en nutriments et qu'en plus de ça, on apporte des toxiques de plus en plus importants, parce qu'on est beaucoup plus intoxiqué que dans les années 50, eh bien, la maladie ne peut que s'installer, rien qu'en faisant ce constat. Vous êtes d'accord ou pas? tout à fait. Moi, j'ai même la notion que certains fruits maintenant ne contenaient plus de vitamine C. Les tomates, les clones qu'on mange tous, là-dedans, il y a le lycopène qui a des vertus quand même préventives, cancer à prostate, qui est antioxydant, prévention de la perte de vision, des mélas. Bien, il y a c'est 5 à 6 fois moins qu'il y a une trentaine d'années. C'est clair. Et alors, moi, j'explique ça à mes patients parce que parfois en consultation, les patients viennent avec une liste de problèmes. J'épluche leur biologie. Voilà. Et puis, je leur prescris 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 compléments alimentaires. Ça représente peut-être 15, 20, 20 gélules, 25 parfois 30. Et puis, à un moment donné, le patient, il cale, il me dit, mais écoutez, là, on est déjà à 15, je vais devoir prendre combien de compléments tous les matins? Mais je dis, mais j'en sais rien du tout, c'est pas ma faute. C'est la faute à vos aliments qui sont déficitaires en tout. Donc, moi, désolé, magnésium, si vous êtes stressé, vous faites du sport et qu'il faut 3 gélules de magnésium matin et soir, ça fait déjà 6 gélules par jour. Si en plus de ça, vous êtes carencé en antioxydants, il n'y a pas de vitamine A, il n'y a pas de vitamine D, ça fait encore 5 6 pilules en plus. Si en plus de ça, vous avez la surrénale qui commence à lâcher, il vous faut des plantes ayurvédiques adaptogènes type Shisandra, type ashwagandha ou rhodiola. Et puis on arrive à 15, 20, 20. Donc voilà, chaque complément est justifié, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de pilules à prendre tous les jours. Et Et en plus de ça, c'est financièrement, c'est un parfait. budget aussi. Tout à fait. Mais je suis conscient, la médecine que je fais en tout cas, en médecine fonctionnelle, c'est une médecine qui n'est pas accessible à tout le monde. C'est comme ça. Euh, D'accord. euh, c'est- voilà, c'est comme ça. Il faut l'avouer. Ouais. Ouais. Alors, justement, je voudrais vous suggérer une idée. En naturopathie, donc j'utilise aussi des compléments alimentaires et pour deux raisons. Pour une raison économique et pour une raison aussi, vous êtes d'accord que si on peut se servir de la nature, c'est toujours mieux que Claire. d'être obligé d'utiliser des compléments alimentaires, même si je conçois tout à fait avec vous que des fois c'est Mhm. incontournable.
Mais par exemple, très souvent, moi, j'encourage. Alors, je sais que ça, ça va demander un effort aux clients patients et ça, il y a pas toujours 100% de réaction positive. Mais je leur demande, par exemple, de faire des graines germées, des jeunes Ouais. pousses ou des jus d'herbe ou des Mhm. jus de légumes. Ça permet d'apporter des grandes richesses de nutriments. Ça a l'intérêt de ne pas coûter cher parce qu'on le fabrique soi-même. Et puis, c'est très biodisponible. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Oui, tout à fait, vous avez entièrement raison, entièrement raison. Mais le problème, c'est qu'il y a des... il faut aussi voir ce que le patient désire. Alors moi, parfois, j'en arrive, j'ai un patient, je dis, voilà, vous mangez, vous manquez de B12, donc vous allez manger des rognons, du foie, etc. Le patient n'est pas tout à fait d'accord. Donc il dit, ah, je préfère le complément. Euh, moi, Et la personnellement, vitamine j'aime pas... B12, vous pouvez la trouver aussi dans les œufs. Oui, tout à fait, les œufs, la viande, le poisson, tout à fait, Oui. oui, Oui. oui. Parce que même si on est végétarien, pas végétalien, mais végétarien, Tout à fait. un moi je suis pesco-végétarien, donc je m'autorise du poisson, on peut trouver tout ce dont on a besoin dans le bol alimentaire. Tout à fait, mais il y a quand même des... Alors moi, par exemple, personnellement, j'aime pas les légumes. Il n'y a rien à faire, je ne ferais pas avaler du chou, des trucs comme ça. Pourtant, c'est plein de bonnes choses, c'est plein de Oui. nutriments, mais je me rattrape, entre guillemets, avec des compléments qui contiennent les molécules qui me manquent. Donc, les compléments peuvent aussi servir à ça, si le patient n'est pas prêt à manger de tout, et en plus bio. Alors, justement, j'ai quelque chose à vous suggérer. Moi aussi, je raffole pas trop des légumes parce que des fois, par exemple, les choux, même si ça contient du sulforaphane et plein d'antioxydants, c'est un légume qui n'est pas évident à manger. Par contre, j'ai trouvé un moyen pour détourner le problème. Je me fais, par exemple, tous les matins un jus de carotte, je mets une Mhm. pomme et je Mhm. mets du chou. Je fais tout un mélange et les jus qui sont très forts mélangés avec des légumes doux, comme la carotte le fruit, la pomme, ça passe très bien. Après, je rajoute une cuillère à café, voire deux, de poudre d'herbe d'orge, et on obtient un mélange qui est assez goûteux et qui est très riche en nutriments et qui vous permet de contourner ce problème des légumes qui sont des fois un peu durs en termes de goût. Qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Ok, je fais ça, je me fais des jus mixtes, légumes et fruits, ça passe. Mais les légumes en morceaux, ça passe pas. Donc il faut vraiment Voilà. s'adapter à ce que chacun aime, évidemment. Ouais. D'ailleurs, les smoothies, c'est pas une bonne idée puisque c'est très lourd à digérer puisque vous avez un aliment qui est broyé dans son intégralité. Moi, ce que je propose, c'est pas les smoothies, c'est uniquement, j'utilise un extracteur, c'est-à-dire que toute la cellulose est mise de côté et vous n'avez que les jus. Moi, je vous assure, hein, je fais les jus depuis 30 ans et je pense que boire des jus régulièrement, ça freine le vieillissement, ça contribue à freiner le vieillissement. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'ai vu que vous êtes intéressé sur les techniques de télomérase, etc. Mais je me suis posé une question. À un moment Mhm. donné, je vois aussi que vous vous intéressez à l'hormonothérapie, à la DHEA, etc. J'ai un ami qui est millionnaire, il a 75 ans, 60, ouais. Et bon, il a les moyens d'acheter, de se payer de l'hormonothérapie, etc. Il a une DHEA au niveau sanguin qui est très haute par rapport à son âge, hein, puisqu'on peut le remonter artificiellement. Et par contre, objectivement, je ne vois pas qu'il a rajeuni. Est-ce que Ouais, vous pensez qu'il peut y avoir un décalage entre le fait de se dire, on va vous remonter les hormones, ouais. elle est quasiment comme un jeune de 20 ans, et biologiquement, il ne se passe pas forcément ce qu'on pourrait en attendre. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a Alors, un décalage quand même? ok, alors ça, je peux vous en parler, c'est-à-dire que c'est pas en prenant une hormone comme la DHA, qui est plutôt une pro-hormone, qu'on va régler tous les problèmes du vieillissement. Non, mais je C'est ne dis pas que la DHEA, entre autres, hein, entre autres. En fait, c'est un ensemble de choses. Donc, avoir un bon statut hormonal et manger des crasses, ne pas avoir d'activité physique, enfin voilà, ça n'a pas grand intérêt. Donc, moi, je dis toujours dans mes consultations, la première étape, c'est la nutrition. Et puis après, c'est donc la micronut, donc les compléments éventuellement. Et l'étape d'après, c'est l'hormono. Mais on ne fait pas d'hormono seul sans que l'alimentation soit adéquate. D'ailleurs, ça marche pas parce que si on a un intestin enflammé, parce qu'on mange de l'avoine ou du gluten, des trucs comme ça. De toute façon, les cytokines libérées par l'intestin malade vont aller bloquer les hormones, donc elles ne servent à rien, les hormones. Et pour la DHA, il faut savoir que les choses ont fortement évolué. Moi, j'ai commencé à prendre la DHA quand j'avais 36 ans, mon taux a commencé à chuter. Et non, non, je prends 10 mg à l'époque, j'en prends 60 mg maintenant.
eh bien, on vise actuellement à maintenir des taux de DHA les mêmes à 20 ans, à 40, à 60, à 80 ou à 100 ans. Parce que il n'y a pas de raison que quelqu'un comme moi, un soixantenaire ou un octogénaire, n'ait pas droit à avoir un bon taux de DHA. Ça agit sur plein de systèmes Donc nerveux. aujourd'hui, vous avez un taux de DHEA Comme exactement comme une personne de 20 ans. j'avais 25 ans, ouais. Mais alors, la question que je voulais vous poser, est-ce que, je suis d'accord que ça, c'est une observation clinique, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de vous faire monter artificiellement le taux de DHEA. Mais est-ce qu'il y a une réalité? Est-ce que vous pensez que c'est avec un taux de DHEA équivalent à une personne de 20 ans, est-ce qu'on doit passer incontournablement par là pour rester jeune en vieillissant? Est-ce que vous comprenez ma question? Ça joue, ça joue. Et jusqu'à présent, on a 25 à 26 000 études sur la DHEA montrant l'effet au niveau protecteur cardiaque, protecteur cancer, même le cancer du sein chez la femme est bien moins fréquent si les taux d'androgène, donc DHA devient testo chez la femme, pas chez l'homme, enfin très peu chez l'homme. On a vraiment les études qui l'attestent. Maintenant, j'ai des patients qui disent, oui, mais moi, désolé, je ne prendrai pas de la DHEA. Pourtant, c'est une molécule naturelle, on est né avec. Depuis que l'homme existe, la femme existe, il y a de la DHA dans le corps. Eh bien, on peut passer par d'autres formules. On peut donner le Shilajit, par exemple, est très androgénique et on voit vraiment les taux de DHA, de testo monter avec le Shilajit. On a également Excusez-moi, c'est une plante, c'est quoi le nom le que vous me dites? Shilajit, c'est de l'humus qu'on trouve en haute montagne dans l'Himalaya. Et donc, il y a D'accord. pas mal de nutriments dedans, donc des oligo-éléments. Et il y a également des extraits végétaux dedans, comme l'acide fulvique, par exemple. Qui va Et servir de précurseur alors. Ça ne sera pas de la DHEA, ça sera un précurseur. c'est pas précurseur parce que l'acide fulvique ne devient pas DHA, mais ce sont ces nutriments-là, donc augmentent les taux de DHA et de testo dans le sang, plus chez la femme que chez l'homme Donc d'ailleurs. ils vont participer au métabolisme de la Exactement, tout à DHEA, fait. mais ce n'est pas de la DHEA. Tout comme des plantes et des plantes D'accord. œstrogènes, il y C'est a dans des ce, plantes c'est dans ce œstrogènes. sens-là que j'ai parlé de précurseur. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais pas production moléculaire, mais sur des boosters en fait. Voilà. C'est ça, c'est ça. Ils participent à Exact. l'élaboration de la DHEA par Tout l'organisme. à fait. Tout à Voilà. fait. Alors que quand vous prenez de la DHEA, c'est une DHEA, je crois, qui est fabriquée à partir. Alors dites-moi si je me trompe, c'est à Ouais. partir de porc. De Non, porc. la DHA est fabriquée à partir de ginseng jaune, alors que la prénom est fabriquée à partir de je ne sais plus quelle plante. Donc, ce sont des extraits phyto à la base. Mais il n'y Et a qui ont- pas de la DHEA issue d'animaux. Non, 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 pas d'origine. Non, de toute façon, les extraits animaux pour faire des hormones, on a arrêté ça depuis très très longtemps, depuis Ah, avec donc des- ça a été fait à un moment donné, ils l'ont arrêté. assez possible qu'avant on extrait de glandes, mais c'est C'est comme ça. la testo, Voilà. on la synthétise, on ne retire plus de testicules de cadavres ou D'accord. d'animaux. Ah, Donc aujourd'hui, la DHEA que vous consommez, elle est issue de quoi? Alors, c'est un extrait phyto qui est légèrement modifié pour devenir la vraie DHA, de la DHA humaine, en fait. Mais alors, c'est un précurseur, c'est pas, c'est une estrogène-like. C'est pas la vraie DHEA humaine. Si, in fine, la petite transformation qui a lieu, qui n'est pas très importante. Il faut savoir qu'on a beaucoup de molécules dans le corps qui sont similaires aux plantes. Et Oui. donc, parfois, on modifie un tout petit peu un extrait phyto, on arrive à en faire un produit qui est humain. C'est-à-dire que le problème C'est qu'on ce qu'on appelle des hormones biocompatibles. Exactement, tout à fait, ouais. Parce que le problème qu'on a, c'est que moi, je suis très phyto, donc dans les cours que je donne en hormonaux, j'enseigne la phyto qui va avec chaque hormone. Mais le problème, c'est qu'on n'a jamais en phyto une plante ou deux ou trois, même mélangées, qui vont avoir exactement les mêmes effets qu'une hormone humaine. C'est Donc on le les... cas, par exemple, du soja Oui, qui amène une molécule qui est estrogène-like, qui est estrogène, tout à fait. similaire, mais qui n'est pas identique. Par contre, elle est Exactement, capable de mimer l'estrogène exactement. et de provoquer les mêmes effets qu'un excès d'estrogène. Exactement. Avec en plus un effet préventif cancer du sein. D'accord. Mais le problème, c'est que, alors je prends par exemple une dame de 35 40 ans qui commence à avoir des ovaires un peu vieillissants, la préménopause commence à perdre 35 ans, en 35 ans, eh bien, on lui donne des plantes œstrogènes-là, comme, donc comme le soja ou autre, elle va avoir un effet positif, elle va se sentir mieux, tiens, plus de libido, tiens, meilleure lubrification, tiens, meilleure peau, etc. Mais on aura, s'il y a un déficit total en œstrons, on n'aura jamais un effet
complètement similaire au phyto. Donc, et c'est pour ça que les femmes ménopausées, la phyto, ça amène quelque chose, mais c'est pas, en général, c'est pas suffisant. D'accord. Et donc, en fait, ces plantes ont été, au niveau de leur architecture hormonale, on les modifie légèrement Oui, pour tout qu'elles à fait. ressemblent, Ouais, qu'elles se rapprochent de la tout à molécule. fait, Et tout à donc, fait, après, elles ont une action, à peu près similaire, tout à fait, tout à fait. à la molécule La de base. DHA, le prénolone, c'est particulier, hein. Donc, Comment? la DHA et la prénolone, c'est très particulier parce que ça vient vraiment d'une plante modifiée après, alors que les hormones comme œstrogène-like ou progestérone-like, elles ont un effet similaire, mais c'est pas du tout les mêmes molécules, en fait. D'accord. C'est le cas des estrogènes-like chez les plantes. Tout à fait. Ouais. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a un risque de consommer, est-ce qu'une personne qui consommerait trop de DHEA Ouais. biocompatible pourrait, j'avais entendu dire qu'éventuellement il pourrait y avoir un lien s'il y avait un excès par rapport à certains cancers. Est-ce que Alors, la DHA n'a tout d'abord le surdosage chez l'homme, il n'y a véritablement pas d'effet secondaire, donc on peut aller à des taux faramineux. Alors que chez la femme, dès qu'on a un surdosage, donc, comme chez la femme, la plus grosse partie de sa testo vient de sa DHA. Si on donne trop de DHA, elle va faire trop de testo, donc elle va avoir une hyperlibido, ça peut arriver assez étonnamment, mais elle peut c'est avoir la également. maladie de l'hirsutisme où il y a des poils qui poussent de Exactement, partout. donc du coup, elle a pas d'hirsutisme. Elle peut avoir également la peau grasse, perdre les cheveux, parce que Donc il va y avoir un déséquilibre hormonal. exactement. Alors que chez l'homme, pour avoir un déséquilibre avec la DHEA seule, c'est quasi impossible. D'accord. Mais Voilà. est-ce que ce déséquilibre pourrait, euh, s'il était trop abondant, contribuer à des cancers hormonodépendants? Non, la DHA, c'est pas décrit. C'est pas décrit. Non. Et la D'accord. DHA, dans plein d'études, a un effet protecteur cancer du sein. Ouais, les cancers, les molécules hormonodépendantes, c'est plutôt les estrogènes, la Oui, c'est ça. Ouais. dans les cancers. Les cancers. OK. Donc aujourd'hui, vous faites ce qu'on appelle de la médecine anti-âge, en fait. Oui, mais c'est un grand mot, c'est du marketing anti-âge. Pour moi, enfin, anti-âge, ça veut dire revenir en arrière. C'est pas très possible, mais on peut savoir, il faut savoir que la seule hormone, entre guillemets, qui rajeunit, composition corporelle, plus jeune, plus ferme, moins gras, ça, c'est l'hormone de croissance. Mais c'est du marketing. Maintenant, on peut faire la métier anti-âge en se disant qu'on va agir au niveau de la télomérase. Donc, c'est les petits bouts des chromosomes Oui, qu'on je sais. perd à chaque division cellulaire. Et puis, à un moment donné, quand le petit bout, il n'y en a plus, ben, toutes les cellules de la Ne même famille se, elles redupl- meurent en même ne temps. se duplique plus. Ouais. Ouais. Et à ce moment-là, on a des insuffisances d'organes qui arrivent vers l'âge de 50, 60, 70 ans parce que toutes les cellules euh, de la même famille, quand ils ont consommé le petit bout des chromosomes qui rétrécit à chaque division, mais toutes les cellules meurent en même temps. On peut avoir insuffisance cardiaque, rénale, les organes lâchent. Et donc, on peut ralentir cette, ce fait Vieillissement, ouais. par ce vieillissement, par plein de molécules comme le resveratrol, l'acide alpha-lipoïque, enfin il y en a qui... En fait, on essaye de faire en sorte que c'est un enzyme, le télomérase. C'est ça. Donc, en fait, oui. Et donc, cette enzyme, on essaie de la ressusciter pour qu'elle réallonge les télomères, en fait. D'accord. Alors, ça marchote, hein, ça marche un petit peu. On a un effet ralentissement du vieillissement, mais c'est très, 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 très complexe parce que le problème, c'est que les télomères de tous les chromosomes ne vieillissent pas en même temps. On sait D'accord. mesurer la longueur de télomère. Il y a c'est une Espagnole qui a eu le prix Nobel de médecine vers 2005-2006 qui a découvert la télomérase d'ailleurs. Et quand on mesure la longueur télomère, mais si on mesure la longueur moyenne, ça ne veut rien dire. On doit mesurer la longueur du télomère le plus court. C'est comme une chaîne, c'est le maillon le plus faible D'accord. qui est lâché. Et c'est très complexe. Et alors, il y en a qui disaient au départ, on croyait qu'on aurait pu générer des cancers de par le fait d'empêcher ces télomères de se raccourcir. C'était complètement démontré que ce n'était pas le cas. Mais c'est complexe, cette médecine-là. Mais il y a des molécules naturelles qui favorisent le télomère. Donc, le simple fait d'avoir assez d'antioxydants, d'avoir assez de molécules, des antioxydants qu'on a par justement les fruits et les légumes, euh, tels que l'acide alpha-lipoïque, l'erythrityrosol, l'extrait de l'huile d'olive, des choses comme ça, ont un effet positif également. Alors maintenant, il y a un brevet d'une firme américaine
sur justement, ça s'appelle le TA65, donc c'est un extrait d'astragale. Ils ont un brevet d'extraction de deux molécules d'astragale qui font que ces molécules restent actives dans le complément, dans la gélule qu'on comprend. Parce que ces deux molécules, il y a une des deux qui s'appelle une saponine, sont très très fragiles. Donc si on extrait de l'astragale, on le cueille, on met ça dans des gélules, eh bien, quand ça arrive en Europe, aux États-Unis, il y a plus rien dedans. Et donc il faut une technique d'extraction, de préservation. Euh, alors voilà, c'est un complément, j'en suis là comme exemple, qui est hyper cher. Il faut compter 600 euros par mois Mm. pour un traitement, quoi. Donc voilà. Je voulais vous demander, est-ce que pour le commun des mortels qui n'a pas forcément un budget extravagant pour euh, ralentir son vieillissement, mais qui souhaiterait justement vieillir tout doucement, naturellement, est-ce que ça serait, je dis pas mieux, mais en tout cas plus à la portée, et en tout cas ça correspond aussi à une attitude de bon sens, de freiner deux processus qui, à mon avis, sont très importants dans le vieillissement accéléré. C'est le stress oxydatif et les processus inflammatoires, dont l'inflammation de bas grade. Quand Tout à fait. on maîtrise ça, je pense que, et si on maîtrise l'inflammation, si on maîtrise le stress oxydatif, que tous les jours, on court parce que l'air, la respiration, l'air, tout ça, c'est très important. Qu'on respecte les facteurs de repos, de travail, les temps de repos, de travail, et qu'on a un bon statut en vitamines, en minéraux, en antioxydants, qu'on équilibre les glucides, des bons glucides, des bons acides gras, est-ce que ça suffit pas à vieillir, contribuer à un vieillissement naturel tout doux? La base, c'est la base. Il faut faire ça d'abord avant de faire le reste, c'est clair et net. Et donc moi, quand j'ai un patient qui vient pour une première fois au cabinet et que c'est moi qui le vois en première consultation parce que j'ai des collègues nutritionnistes avec qui je travaille qui voient beaucoup de mes patients en premier lieu avant que moi je les vois, eh bien je passe une heure quasiment sur la nutrition, à leur apprendre à manger convenablement, surtout le matin. Enfin, il y a des tas de conseils à ne pas manger de crasse, à retirer des aliments qui sont pro-inflammatoires, qui amènent à une inflammation de bas grade, hein. On sait que le CRP ultrasensible élevé, l'inflammation de bas grade peut être liée à une dysbiose. Et donc, déjà, le fait d'avaler du gluten, ça crée une dysbiose chez quasi tout le monde, à 98%. Du lait pour les veaux, c'est fait pour les veaux, donc ça n'a rien à foutre dans un corps humain. Les faux sucres, les édulcorants, c'est un truc qui n'aurait jamais dû être sur le marché. Ça fait grossir les gens, ça ne les fait pas maigrir, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est également manger euh, assez basifié, se basifier en mangeant des fruits et des légumes. Donc, il y a plein de conseils à donner en première étape. Et puis après, on peut aller, si le patient s'oxyde, on peut aller vers des antioxydants. Toujours à donner, jamais un seul, mais il faut le donner en grappe, en groupe. Il faut donner plusieurs à la fois, hein. Non, il ne faut pas donner que de la vitamine C à forte dose ou que de glutation à forte dose. Il faut vraiment. Voilà, il faut éviter l'approche unitaire, il faut Ah oui, plutôt favoriser les cofacteurs, ouais, comme le fait la nature d'ailleurs. ouais, tout La à fait. nature n'isole jamais une molécule, elle le propose avec des cofacteurs. La vitamine C, elle a besoin de bioflavonoïdes pour être assimilée, et le fait de proposer que de la vitamine C, ça peut créer des déséquilibres. Et ça, c'est vrai pour tout, pour les acides aminés, pour les vitamines du groupe B. Euh, en fait, ce qu'on voit, c'est que le grand professeur, c'est la nature. Quand on sait Ouais, observer la nature, on fait les choses bien. Les anciens, ils avaient ce sens de l'observation. ouais. Mais attention que la nature seule ne fait pas nécessairement bien les choses. J'explique. Imaginons qu'on a une personne qui arrive, une dame ou un homme qui arrive on va prendre un homme qui arrive à 45, 50 ans, il commence à grossir, il commence à avoir du bedon, de la graisse viscérale, il commence à avoir des problèmes d'érection, il commence à déprimer, il commence à avoir l'hypertension, il commence à avoir l'angine de poitrine. Et alors ça, c'est naturel, c'est le vieillissement, son cœur vieillit, tout vieillit. Et, voilà. Et en fait, maintenant, si on essaie de trouver les causes sous-jacentes, ben, il faut savoir que la première cause de dépression chez l'homme depuis 45 ans, c'est le manque de testo, que la première cause la deuxième cause de mortalité de l'âge de 45 ans, c'est les apnées du sommeil. Peut-être parce qu'il a pris 3 4 5 kilos, il a une base de langue infiltrée de graisse, il fait des apnées quand il dort. Le fait d'avoir une testo basse augmente fortement le risque d'infarctus, tout comme le fait de transformer la testo en oestrogène dans le tissu gras, donc d'aromatiser. Donc si les gars, il a trop de testo
pas assez de testo, trop d'œstrogène, qui commence à faire des apnées du sommeil, etc. Mais il faut agir. Alors, soit on se dit, ben, la nature, c'est comme ça, il va mourir dans 5 ans et c'est comme ça, soit on donne tout ce qu'il faut pour qu'il fonctionne mieux. Ah, c'est un peu comme une belle Ferrari, elle a une petite fuite à un joint, elle perd de l'eau, perd de l'huile. Mais qu'est-ce qu'il va faire? S'il n'y a pas moyen de réparer le joint, ben, il faut mettre plus d'eau, plus d'huile dans les réservoirs. Alors, Euh, je suis complètement d'accord avec votre description de toute la série en cascade des problèmes qui peuvent générer. La question qu'on pourrait se poser, c'est que la personne que vous venez de décrire et qui représente le commun des mortels, en tout cas la majorité ouais, du type de personnes qu'on reçoit réellement, c'est aussi des personnes qui, alors je ne leur jette pas la pierre, mais qui ne vivent pas en respectant les facteurs de santé. Ils prennent du café le matin, bon, le métier fait que ils travaillent de 8 heures jusqu'à 6 heures, après ils vont prendre le pastis, et puis après ils vont pas courir, donc ils vont pas s'oxygéner. Donc on voit qu'il y a toute une série de facteurs de santé qui n'ont pas été respectés et qui ont contribué à décrire la personne, à faire la personne que vous décrivez. Vous êtes d'accord aussi avec ça? je suis d'accord, mais je veux dire, même si la personne a une stricte hygiène de vie, il fait du sport tous les jours, modérément, il mange parfaitement bien, etc., mais il n'y a rien à faire. Le bonhomme dont je parlais tout à l'heure, arrivé à ses 45, 50, 55 ans, ses testicules, il crie au secours, même il est bien nourri. La pauvre dame qui a 55, 56 ans, eh bien, ses ovaires, à un moment donné, c'est dur comme la table, c'est comme du caillou, donc ça ne sécrète plus rien. Alors, si la Ouais. dame a décidé de vivre comme on le faisait il y a plusieurs siècles, jusqu'à 50 ans, mais c'est pas grave. Mais si la dame, elle vit jusqu'à 80, 90 ans, ça commence à créer des problèmes. Alors, est-ce que euh, vous savez qu'il y a une sorte d'inégalité entre les gens dans Mhm. le vieillissement? Et est-ce qu'il y a une inégalité, par exemple, des peuples? On dit que les Asiatiques, en général, euh, paraissent plus jeunes et vieillissent mieux. Ouais, ouais, Est-ce que, alors bien sûr que certains nous parleront des gènes, mais vous savez qu'il y a la génétique, mais il y a aussi l'épigénétique. c'est Et il faut clair. savoir que eux, leur gène, c'est pas suffisant de dire ça. Ils ont traditionnellement une manière de vivre qui est Tout à plus respectueuse des facteurs de santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Donc moi, j'ai beaucoup voyagé en Asie et c'est clair que le petit déjeuner, ils mangent du poisson, ils mangent des légumes, enfin, ils mangent lourd. Nous, les gens de mauvaise santé, chez nous, ils mangent des viennoiseries, une tartine, un bol d'avoine. Imaginez, on nous fait manger de l'avoine, nous, les êtres humains. Euh, et, euh, et donc, il y a ça. Et aussi, bon, les Asiatiques mangent plus de soja, dans lequel il y a de la phytoestrogène, comme le soja, qui a un effet préventif cancer, non seulement de la prostate, mais également du sein, qui amène chez ces dames plus âgées à certaines imprégnation oestrogénique qui fait qu'elles sont moins d'ostéoporose, elles ont moins de perte musculaire, puisque, voilà, moins, mais par contre, on met des Asiatiques, on les fait vivre aux États-Unis, en Europe, après quelques années, ils sont comme nous, hein, ils font des cancers de prostate. Exactement, Donc, exactement. J'avais vu, vous c'est pas savez que génétique, pas génétique. je suis complètement d'accord avec vous, il y a des travaux de recherche concernant les Okinawas. Ouais. Les Okinawas, c'est parmi les peuples du monde où il y a le plus de centenaires. Mhm. Eh bien, on prend des Okinawas, c'est pas qu'on les a pris, c'est que certains Okinawas qui étaient indemnes de maladie Mhm. sont allés vivre comme les Américains, eh bien, Ouais, ils ont perdu tout à fait leurs avantages. Et on voit bien que ce n'est pas des avantages génétiques parce que ça peut être changé en une seule génération, quoi. ouais, Ils ont les tout à mêmes fait. maladies, ils ont les mêmes troubles de santé, cardiovasculaires, etc., parce qu'ils adoptent l'alimentation. On voit qu'il y a une fidélité intime entre le mode de vie et Ouais. on n'a pas les Asiatiques, à mon avis, ne bénéficient pas de gènes particuliers. Ils les ont juste préservés par leur mode de vie. Tout à fait. Et c'est clair que l'épigénétique, le fait de changer, alors maintenant, imaginons qu'on a un gène qui fait que tout le monde dans la famille a un infarctus à 45 ans, avec une hyperhomocystémie, etc., eh bien, on peut changer la donne par son comportement, par son alimentation, par ses compléments alimentaires. Donc, l'épigénétique permet de modifier l'expression des gènes et ça peut même se transmettre à la génération suivante. Donc, quand on est bien pour soi, nos enfants seront mieux. Parce qu'on Alors ça, les gènes. moi j'adore, il y a des domaines que j'adore dans la médecine, c'est l'épigénétique, les neurosciences, parce qu'on montre que le cerveau a une capacité de neuroplasticité. Mhm. En fait, c'est là qu'on trouve la liberté de l'être humain.
C'est qu'on Ouais. voit que même si voilà, moi je fais 1,75 m, vous, il y a certaines caractéristiques que je ne pourrais pas modifier, mais il y a certaines proportions, il y a des gènes il vaut mieux pas on a tous des gènes qui sont pas fantastiques, mais si on a une hygiène de vie équilibrée, on va pas leur donner la possibilité de s'exprimer. Et au Mm. contraire, on peut faire exprimer des gènes et faire taire, entre guillemets, les gènes qui ne nous sont pas favorables et faire exprimer les gènes qui nous sont favorables. Donc Mm. ça, c'est intéressant parce que là, on voit que l'être humain a la liberté. La liberté n'est pas dans la génétique, mais essentiellement dans l'épigénétique, je pense. Tout à fait, tout à fait. Et ça, plus la neuroplasticité, tout ça, Mm. moi, en tout cas, dans la pratique du métier, c'est des choses que je trouve fantastiques parce que ça donne le sourire, ça permet aux gens de se dire, on peut sortir de nos limitations. Ouais, tout à fait. Mais il faut le vouloir. Donc, en gros, moi, je vois ça dans mes patients. Certains viennent en appelant au secours. Ils ont des tas de problèmes à régler, surpoids, sous-poids, dépression, burn-out, tout ça. Et ils sont prêts à avaler des pilules, mais ils sont pas prêts du tout à aller marcher, à aller se balader, à aller faire du sport. Et ils sont pas prêts à manger convenablement. Et là, je peux rien pour eux. Donc, je leur dis, vous ne mangez pas comme je vous dis. Ne venez plus chez moi, vous perdez du temps et moi, je perds mon temps. Enfin, je perds mon temps et vous perdez de l'argent. Donc, les gens qui mangent pas bien, c'est plus mes patients en fait. Alors moi, franchement, je suis obligé de souscrire à 300% à ce que vous dites. C'est vraiment la difficulté par rapport à un médecin généraliste qui pose aucune Mm. question. Vous avez un problème, votre mode de vie, je m'en fous. Enfin, il ne dit pas que je m'en fous, mais prenez des médicaments, il ne s'en occupe pas et il règle la consultation en 15 minutes. Oui, mais On fait problème, un travail, je jette pas la pierre. Enfin, moi, ça c'est le mode m'ériste. de fonctionnement de la On médecine. hérisse le poil de voir comment beaucoup de généralistes travaillent. C'est la médecine pousse-bouton, hein, cholestérol, statine, troubles du sommeil, somnifères, enfin voilà. Voilà, ils connaissent 20 mots avec 20 molécules. Et encore, quand je dis 20, je suis large. Mais le problème, les pauvres, vu ce que rapporte une consultation, moi, je ne les vois pas faire avec, je sais pas moi, 25 euros. Je ne vois pas faire une consultation ou 30 euros. Une consultation va durer 1 heure. C'est ça le problème, ça a un coût. Eh ben, un médecin, pour qu'il gagne sa vie, il faut qu'il fasse 40 clients dans la journée. Oui, donc on fait la même médecine, médecine pouce-bouton. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. En fait, d'une manière, en travaillant comme ça, on peut travailler que sur le symptôme. On ne peut pas corriger, on ne peut rien corriger. En 20 minutes, on ne peut rien faire. On peut juste écouter euh, voilà, les problèmes. Ah bon, ben, vous avez tel problème, tel médicament, et la chose est réglée. Mais en faisant ça, on pérennise et le problème et on l'accroît même. Alors, je vais même donner un exemple que je reprends régulièrement. On a un patient qui vient, il a des palpitations, il se réveille souvent la nuit, il a des crampes musculaires, il a des fasciculations musculaires, la paupière qui frétille, il a une arythmie cardiaque, il déprime. Et donc, en médecine classique, pouce-bouton, on va lui donner un antidépresseur, un antiarythmique, un bêta-bloquant, du Prozac. On va lui donner également un antihypertenseur qui fait des poussées d'hypertension. Et si on creuse un peu et qu'on prend le temps de l'interroger, on lui donne juste une molécule du magnésium. Du Et tout, magnésium, tout j'allais autre. le dire. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, j'ai feuilleté juste votre livre tout à l'heure parce que j'allais courir et je suis tombé juste à ce moment-là. Il me semble bien que c'est vous qui le dites. Vous dites en médecine, on nous apprend que le magnésium, euh, euh, l'absence de magnésium va provoquer tel et tel Tout à fait. symptôme. Donc le médecin est au courant. Et Ouais. par contre, quand il exerce, il a complètement zappé ça et Et il met un médicament pour régler le problème. pourquoi? Parce que le cours de pharmacologie arrive après. Donc, on va avoir la physiologie en médecine, le cours de pharmaco arrive. Moi, c'était en 6e année. Et donc, qu'est-ce qu'on retient? Le dernier cours qu'on a appris. Donc, on retient que pour l'hypertension, il y a des bêta-bloquants, inhibiteurs calciques et autres. Que pour les arythmies cardiaques, il y a ça. Que pour les réveils la nuit, il y a des bons somnifères. Voilà. Et puis, finalement, Et puis, il y a donc au niveau chronologique, comme vous dites, là, ça arrive à la fin. Et puis, il y a aussi le fait que l'industrie pharmaceutique pousse constamment, est toujours présente et accompagne le médecin euh, tout, tout le long de sa carrière. Donc, ça, c'est une programmation, en fait. Vous êtes d'accord? mais quand on a un visiteur médical, un délégué pharmaceutique qui vient nous visiter pour nous présenter la 135e statine, Zocor, Lipitor et toutes ces merdes qui n'auraient jamais été fait marcher pour faire baisser le cholestérol, et que
On ne sait pas, on ne le sait pas. Je vois dans mes cours, dans mes conférences, et que le médecin ne sait pas que la première cause d'hypercholestérolémie, c'est bêtement l'hypothyroïdie. Eh ben, il va prescrire des statines chez des hypothyroïdiens. Mm. Voilà, avec tous les effets secondaires, Alzheimer, douleurs musculaires, Et risque. alors, on risque- a échangé, d'ailleurs, je vous remercie pour les documents que vous m'avez envoyés. Je vous avais envoyé des documents et vous avez réagi sur l'homocystéine. J'ai discuté avec la biologiste avec laquelle je travaille. Elle m'expliquait qu'en cas de carence de vitamine, bah, l'homéocéine va persister dans le sang Oui, et elle est capable de se présenter comme des lames de couteau. Elle va altérer ouais. l'intima des vaisseaux et quand la paroi des vaisseaux est altérée, il y a des brèches et c'est Mm. là que le cholestérol, le calcium commence Oui, à s'accumuler et la genèse de la plaque d'artérome, je ne dis pas que c'est la seule, mais la genèse de la plaque d'artérome peut commencer juste parce qu'il y a un manque de vitamine D qui mm. empêche le recyclage de l'homocystéine. Donc, c'est des trucs ultra simples à comprendre et au lieu de se focaliser sur un médicament, voilà, c'est. Ouais, il faut savoir qu'en ce qui concerne l'homocystine, ben, c'est la vitamine B méthylante, donc la B6 surtout, B9, B12, qui vont faire baisser cette toxine, violente toxine, qui est la plus prédictive en fait du risque cardiovasculaire, cancérologique et dépressif, mais aussi d'Alzheimer. C'est Oui, vraiment ces quatre pathologies qui sont liées intimement à l'homocystine. Même si c'est un homicide hyper élevé au-dessus de 40-50, le patient il est mort dans les 2 ans qui viennent. Il ne survit pas plus longtemps. Il meurt de ces pathologies. Mais il faut savoir également que ce qu'on ne nous apprend pas dans les cours de Nutri, les écoles de médecine fonctionnelle, sauf une, c'est que également il y a une incidence hormonale, donc les hypothyroïdiens et une homocystine élevée, les hommes en manque de testostérone qui montent, les femmes en manque d'œstrogène aussi qui montent, et les hommes et femmes en manque de croissance peuvent également avoir une hyperhomocysténémie. Et donc, les vitamines B, c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un aspect hormonal à prendre en charge en cas d'hypermobilité persistante malgré la prise en charge, comme on nous l'apprend à l'école, quoi. d'accord. Et la prise en charge hormonale, elle se fait par un apport d'hormones biocompatibles, selon vous? Oui, c'est ça, mais non, il faut voir, c'est très complexe. Disons que l'apprendre l'hormono, c'est un peu comme faire une spécialité de 3 ans. Donc, ça demande des cours, ça demande une pratique accompagnée, enfin, accompagner quelqu'un qui connaît déjà. Donc, ça ne s'en prend pas en 2 jours en lisant un bouquin. Il faut vraiment. Ouais. Et un cas n'est pas l'autre. Dans certains cas, c'est la phyto, d'autres, c'est l'hormono. Moi, je donne parfois des traitements hybrides. Donc, je donne la phyto pour les oestrogènes. Je donne de la vraie progestérone pour la progestérone, puisqu'elle a un effet préventif cancer du sein majeur. Elle monte le GABA, on est plus cool, plus relax, hein. Maladie des femmes de la 40, 45 ans, 50 ans, elles deviennent énervées, stressées. Et on leur file des benzodiazépines pour les calmer, alors que c'est bêtement la progestérone qui est trop basse. Mm, mm, Et en plus, la pauvre dame, elle a fait un cancer du sein 10 ans après parce qu'elle n'a pas eu sa progestérone à temps. Voilà. ouais. C'est complexe en fait, hein. Alors déjà, on a une alimentation qui a dominante estrogène-like. Oui, c'est ça. Les produits laitiers, etc. Et alors, soit dans certains cas, c'est l'estrogène qui est, on parle d'estrogénie vraie, c'est-à-dire que c'est vraiment l'estrogène qui est majoritaire, ou bien c'est la progestérone qui n'est pas assez représentée. Et donc, là, même si les estrogènes sont équilibrés, eh bien, elles deviennent majoritaires parce que la progestérone est trop minoritaire. Ouais. Ce qui se passe maintenant, c'est en fait, on a des hyperestrogénies non mesurables. C'est-à-dire que ce sont des femmes, typiquement, qui ont un syndrome prémenstruel, donc avant leurs règles, rétention d'eau, mal au sein, changement de caractère, elles deviennent énervées, chiantes, je dis chiantes, mais c'est parce que médaille d'or à leur mari qui doit les supporter ou leur conjoint. Elles ont des règles abondantes douloureuses, elles sont prémenstruelles. Et je vois surtout les patients venant de France, leur traitement, souvent, c'est rien du tout. Donc ces patientes-là sont en manque de progestérone ou en excès de substances dont je vais parler tout de suite, Strolenline, et on les laisse courir comme ça en leur disant, ben, quand vous serez ménopausée, madame, ça ira mieux, ça va passer. Non. Et la pauvre dame, elle est ménopausée, puis elle se fait un cancer du sein l'année qui suit. Et il faut savoir qu'une partie de ces œstrogènes ne sont pas de vrais œstrogènes, ce sont des perturbateurs endocriniens œstrogènes-like. Donc ce sont des plastiques, des PCB, Comme les des, phtalates, comme les voilà, phtalates. etc., qu'on trouve dans les boissons, qu'on trouve dans l'alimentation, qu'on trouve dans l'emballage des aliments. Et ça s'ajoute aux œstrogènes. Et ce qui fait que même si la dame a des taux d'œstrogènes présents bien équilibrés dans le sang, comme elle est polluée par toutes ces particules, en fait, ces œstrogènes réels sont là-bas. Donc la présence œstrogénique, elle a ces symptômes-là.
Et donc là, malheureusement, on ne sait pas aller retirer les petites particules de plastique, de phtalate dans son corps. La seule chose qu'on puisse faire, c'est monter sa progestérone pour rattraper ce niveau œstrogénique qui n'est pas mesurable en fait. Et c'est une D'accord. catastrophe. On considère qu'on a tous au moins 150 molécules dans le corps qui ont des effets, qui s'additionnent avec des effets délétères œstrogènes-like. C'est-à-dire que, si je comprends bien ce que vous me dites, quand on fait une analyse sanguine, le taux d'estrogène peut être normal, mais Exactement. alors, les phtalates, tout ça, ils agissent directement sur les récepteurs, puisque d'après ce que vous êtes en train d'expliquer, Tout à euh, fait. ils ne sont pas dans le sang. Exactement. Donc, Ils agissent directement sur les récepteurs, exactement, ils stimulent les récepteurs aux oestrogènes et sans on pour autant être présents dans le sang. exactement. Et c'est C'est comme pour ça ça qu'ils ont un côté invisible. exactement. C'est comme ça qu'on voit des garçons, des ados qui ont 14, 15, 16 ans. Ils sont gras, ils ont des seins, ils ont déjà une grosse prostate et pas d'érection, etc. parce qu'il y a une inhibition de la testostérone par cette substance, ces polluants sanguins, ces polluants qui sont dans le corps qui sont œstrogènes-like. C'est une catastrophe. Il faut savoir Oui. que la pilule, la pilule contraceptive, la molécule œstrogène de la pilule se retrouve dans certaines autres boissons. Ah ben, moi, j'ai entendu dire que les stations d'épuration laissent passer des traces de médicaments qu'on retrouve dans l'eau de consommation. C'est ça, hein? Oui, et même dans les bouteilles en plastique, prenez de l'eau dans des bouteilles en plastique, c'est bien beau, mais il y a eu un scandale aux États-Unis il y a un an. On a retrouvé dans une douzaine de marques différentes de bouteilles d'eau une concentration en partie de plastique dans l'eau qui était phénoménale parce que le plastique de la bouteille se désagrégeait dans l'eau de bouteille en fait. D'ailleurs, quand vous dites ça, je pense par exemple au soda. Le soda est très acide comme boisson. Oui, Donc les bouteilles de coca, le coca est dans des bouteilles en plastique. ouais, Il ne faut pas être trop dire pessimiste pour penser que cette boisson, elle est capable d'aller récupérer des molécules dans le plastique et tout ça se tout à retrouve fait, dans la boisson. tout Donc, à on fait. fait au-delà du coca qui est problématique pour différentes raisons, son acidité, sa concentration en sucre, il y a aussi le fait qu'il y a des molécules qui participent à la construction de la bouteille, comme les phtalates, et qui se retrouvent dans. D'ailleurs, j'ai entendu récemment un spécialiste qui disait qu'on vit dans une mer d'estrogène aujourd'hui, Tout à fait, tout à fait. de Ça, partout, de partout, de on partout. voit Et d'ailleurs, chez les hommes se féminisent à cause de ça. tout à fait. Bah, maintenant, on voit. Alors, je suis désolé, je suis pas. Je vais peut-être, on va peut-être mal le prendre, mais on voit Les maintenant histoires de genre, les histoires de des genre. êtres humains qui gagnent l'Eurovision ou qui gagnent ou qu'on voit à la télé. On se demande si c'est des hommes ou des femmes, quoi. Je veux dire, ça, c'est en train de. Ça crève les yeux que le genre humain n'est plus. Voilà, les mâles sont moins mâles, en tout cas. Ça, c'est clair et Oui. net. Oui, oui, oui. On fait aujourd'hui. Et alors, par exemple, moi, j'ai vu que vous parlez beaucoup des poissons. Euh, mais j'ai entendu dire, par exemple, que je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins. C'est quelqu'un de très connu. On lui Vous le connaissez? parler. Voilà. Eh bien, Anthony Robbins, je crois qu'il était végétarien, pesco-végétarien. Et à un moment donné, il mangeait beaucoup de poissons. Mm. Et à un moment donné, il a eu un problème de santé très grave parce qu'il s'est retrouvé avec une concentration en mercure très élevée. Et d'après les chercheurs, c'est le fait de manger, en plus de ça, il mangeait des gros poissons, pas des petits. Et donc, d'après, on s'est étonné parce qu'il paraît qu'il a eu une concentration phénoménale de mercure au point qu'il a eu un burn-out et donc il a commencé à avoir des pertes de mémoire, etc. Et Tout à fait. d'après certains chercheurs, il semblerait que ça soit lié au fait qu'il a consommé trop de poissons. Donc, on voit que Oui, tout à c'est fait. pas simple aujourd'hui de s'alimenter parce que si on mange pas de viande et qu'on mange de poisson, on va se retrouver avec du PCB, du mercure. Donc ça Mm. devient compliqué aujourd'hui de bien se nourrir. Tout à fait. Alors moi, j'ai des intox métaux lourds, j'en ai toutes les semaines. Et mon record, c'était il y a 2 3 ans. C'était un patient qui avait des taux de mercure qui étaient 30 fois trop élevés. Et c'est quelqu'un qui mangeait simplement du thon, 3 4 fois par semaine. Du thon. Voilà. Est-ce que manger régulièrement de la sardine, ça peut être problématique? Non, disons que les gros poissons, le pire, c'est le requin, c'est l'espadon, ça sont vraiment les pires. Et D'accord. également le thon. Et maintenant, le saumon, ça dépend un petit peu s'il est d'élevage ou s'il est naturel. Certains disent que l'élevage serait moins pollué que le saumon vivant euh, euh, dans la mer. Je ne sais pas très bien. En tout cas, il faut éviter le requin, l'espadon, le thon. Je dis toujours à mes patients, maximum une fois tous les 15 jours. Le Et est-ce saumon, que, mais, une fois excuse-moi. par semaine, max une fois par semaine, le saumon.
et aller plus loin, le petit poisson, filet d'anchois, filet de maquereau, Est-ce que la sardine. sardine, on peut la manger tous les jours, selon vous? Bon, je n'ai pas d'avis là-dessus, j'ai pas d'avis. Mais je connais personne jusqu'à présent qui mange des sardines tous les jours. Enfin bon, faut être vraiment fanat. Ouais. Non, mais c'est pour vous dire, est-ce que les petits poissons mangés tous les jours, ça pourrait poser un problème, puisque là, il y aurait un effet cumulatif. Oui, c'est clair, oui, 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 tout à fait, oui, 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 oui. Parce que voilà, c'est ça, c'est aujourd'hui, ça, c'est moi-même, des fois, je me pose des questions parce que je- même en faisant les métiers qu'on fait, on peut se tromper. On peut se Tout à tromper, fait, on peut faire des erreurs. c'est clair. Parce que les erreurs, c'est tellement facile d'en faire aujourd'hui. C'est, aujourd'hui, bon, vous et nous, on est tous les deux des spécialistes, mais je m'aperçois que on n'est pas à l'abri de faire des erreurs parce que et puis on ne sait jamais, vous savez on a un raisonnement théorique, mais il y a certaines personnes qui peuvent, pour X raisons, accumuler plus de métaux Mm, parce qu'ils ont un tout à émonctoire fait. qui est déficient ou quoi. Donc c'est très difficile d'avoir des règles généralistes. Il y a une question que je voudrais vous poser. Comment vous faites pour analyser réellement les taux de mercure? Parce que Ouais. ce que j'ai entendu dire, je voulais avoir votre confirmation, c'est que quand le mercure rentre parce quand on fait des analyses biologiques, on ne peut analyser que l'extracellulaire. On ne peut pas Exactement, analyser ce qui se passe au niveau intracellulaire. tout à fait Donc, juste. on pourrait Euh, très bien avoir un taux de mercure très élevé intracellulaire et tout à avoir un fait. taux de mercure normal au niveau extracellulaire. Et là, comment on fait? Parce qu'il Entièrement paraît, exact. alors vous me dites si je me trompe, quand le mercure rentre dans la cellule, il se combine chimiquement avec d'autres molécules et il ne ressort pas. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un gros problème. Donc, moi, évidemment, en médecine courante, je demande les métaux lourds systématiquement à tous mes premiers patients. Comment vous faites pour l'analyser? Donc, je le Extracellulaire, demande alors. bêtement au niveau sanguin. Donc, voilà, je demande l'aluminium, le mercure, le cadmium, etc. Mais c'est un très, très mauvais dosage. Il faudrait que il fasse faire une chélation. Donc, il faudrait de l'EDTA, 5 à 8 comprimés le soir, et doser les métaux lourds le lendemain matin sur urine. Ça, ce serait beaucoup plus performant. Ou bien doser les métaux lourds sur les Les cheveux, enfin, cheveux. un peu. Et Alors, le DTA, si je ne me trompe pas, c'est un médicament qui permet d'expulser ce qu'il y a voilà, extracellulaire au niveau intracellulaire. Mais exactement. j'ai entendu dire que quand le mercure se mélange à une autre molécule intracellulaire, on peut faire tout ce qu'on veut, il ne ressort pas. Ou il ressort très peu. J'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas cette notion-là. J'ai pas d'avis. D'accord. Ouais. Et il y a, alors, vous êtes d'accord aussi que les analyses extracellulaires, puisque toutes les analyses, grosso modo, sont des analyses sanguines, c'est quand même assez limité comme information parce que ça vous donne une information du liquide plasmatique, mais pas de ce qui se passe au niveau intracellulaire. Il peut y avoir une différence entre, par exemple, quand on fait des analyses de calcium, le médecin peut très bien dire, Monsieur, vous êtes avec un taux de calcémie normal, rassurez le patient, alors que si vous savez aussi que quand le pH du sang est trop acide, l'organisme peut prendre ses propres carbonates de calcium pour rééquilibrer le sang. Donc, on peut être dans un mécanisme où il y a un transfert des carbonates de calcium qui proviennent des os pour rééquilibrer le pH. Donc le médecin, il va rassurer le Ouais, patient ouais, alors qu'il est rentré déjà dans un processus de déminéralisation important. tout à Donc c'est fait. pour ça que je pense que les analyses sanguines extracellulaires sont quand même limitées en termes d'information. Tout à fait. Il y a plein de dosages qui sont. Alors moi, je dis toujours en mes patients chez qui j'interprète des prises de sang, j'ai écouté, ce qui est important, c'est pas la prise de sang, c'est vous. Donc si le patient me C'est décrit des ça, symptômes, par exemple, de type de rétention d'eau, de crampes musculaires, ça, euh, euh, je sais que c'est son potassium qui va être en cause probablement. Et donc, d'accord. ça peut m'arrêter de le supplémenter, même si la biologie montre qu'il est normal. Et c'est encore pire pour le magnésium, parce que même le magnésium intra-érythrocytaire, donc des globules rouges, c'est un dosage qui est complètement foireux, puisqu'il suffit que le sang traîne un peu pour arriver au labo, et le magnésium sort du globule rouge, et on a des taux faussement trop bas, alors que le patient n'a aucun symptôme. Et alors, il y a des molécules qui ne se dosent pas sur le sang. Alors, je pense à un truc qui m'est cher pour l'instant, c'est l'iode. Alors, l'iode, donc il faut doser sur urine, soit urine de 24 heures, soit urine du matin, et les taux sanguins n'ont strictement aucun intérêt. Et alors, le grosse astuce, c'est que on a besoin de beaucoup plus d'iode qu'avant pour des raisons de pollution de nos glandes endocrines, c'est-à-dire que l'iode est très présent dans la thyroïde, ça tout le monde le sait, mais également dans les testicules.
dans la prostate et dans les ovaires. Et donc, pardon, dans la glande mammaire, pardon. Et donc, les cancers testicules, prostate et sein sont très augmentés quand l'iode est bas. Or, le problème, c'est qu'actuellement, on a une compétition pour entrer dans les cellules, pour agir de l'iode avec les halogènes, le chlore, le brome, retardeur de flamme, certains métaux lourds. Et donc, on est très pollué, on a besoin de beaucoup plus d'iode qu'il y avait besoin il y a 20 ou 30 ans. Et, D'accord. et c'est comme ça que maintenant, je prescris des mégadoses d'iode à des taux qui sont jusqu'à 100 fois les doses officiellement recommandées, justement pour permettre à l'iode de faire sortir de certaines glandes que je viens de citer, les halogènes, etc. Alors, merci pour toutes ces informations. Je voulais rebondir sur le magnésium. Il y a une époque, il y a à peu près 15 ans en arrière, j'étais allé voir un médecin, et j'avais fait des analyses, même plus, il y a 30 ans en arrière, j'avais fait des analyses classiques, et d'après le médecin et d'après ses analyses, tout était bon. Mais c'est vrai que j'avais quand même des symptômes qui reflétaient des déséquilibres qui n'étaient pas illustrés par ce bilan. Donc un jour, Ouais. j'ai fait un bilan en Suisse, ça s'appelait un test LISA, si je ne me trompe pas. Et ils m'ont demandé d'envoyer un échantillon d'urine. L'urine est Mhm. intéressante parce qu'elle reflète de ce qui se passe au niveau intracellulaire. Alors, ils m'ont expliqué comment ce test fonctionnait. Ils ont chauffé les urines à plus de 2000 degrés et Mhm. ensuite ils analysent les cendres. Et là, ils m'ont dit, c'était très intéressant, alors que le bilan sanguin Mhm. affirmait que je ne manquais pas de magnésium, eux, ils m'ont dit, vous manquez du magnésium et ça se voit au niveau de votre test. C'est quand même intéressant. Intéressant, oui, c'est clair, il y a des choses étonnantes, tout à fait. Et Je suis on voit qu'il y a une... Alors, d'accord. est-ce que vous intéressez à ce genre de test à partir des urines chauffées pour Non, avoir un bilan de jamais, ce qui se passe au niveau jamais intracellulaire? jamais utilisé, jamais utilisé. En tout cas, ça peut être intéressant en tout cas, d'après ce laboratoire, il disait que l'urine, les cendres des urines donnaient une information de ce qui se passait au niveau intracellulaire. Mais en tout cas, bon, pour moi, je ne pouvais pas vérifier ces affirmations, mais par contre, j'avais les symptômes d'une carence en magnésium, Mhm. Tout à alors fait. que le médecin me disait que que j'avais pas de problème. Mhm. En tout cas, écoutez, merci, ça a été super sympa cet échange avec vous. Euh, voilà, en tout cas, d'ailleurs, si on peut rester en contact, ça me ferait plaisir. Parce que, Plaisir. comme vous le savez, j'ai une école pour former des naturopathes, mais c'est aussi un centre de recherche, puisque Mhm. voilà, j'ai la chance de travailler avec des biologistes. Et puis, d'ici, je suis en train de vendre mes maisons et j'ai mon projet d'ouvrir un centre de bien-être, puisque Ok. la naturopathie est reconnue au Portugal. Ok. Donc, Le Portugal, ça, c'est porteur pour l'instant. Le voilà, seul problème avec le Portugal, c'est que c'est le pays le plus vacciné Covid en Europe et c'est là où le taux de mortalité est le plus élevé. Ils voilà. sont champions d'Europe en mortalité, en surmortalité. Et ben voilà, il y a un lien de cause à effet évident. Et pourquoi le vaccin était obligatoire au Oui, oui, Portugal? au Portugal, ils étaient c'était les plus durs en Europe, ouais, tout à fait. Ouais. Oula, c'est Le pas taux très de clair. vaccination a frôlé les 98%. Donc, Waouh! ah oui, c'est énorme, énorme, énorme. Et donc voilà, ben, Ah, c'est une politique vaccinale très autoritaire alors. ils payent les pots cassés maintenant. Ouais, D'accord. Ok. En tout cas, c'est un métier qui doit vous amener beaucoup de bonheur parce que là, on s'aperçoit que on sait ce que c'est d'être praticien de santé quand on fait ce genre de médecine. c'est clair. Mais moi, mon bonheur, c'est vraiment d'avoir des patients heureux qui m'envoient des petits mots en disant génial, je suis guéri de ma fibromyalgie, mon burn-out est terminé en 3 jours. Enfin, ça c'est vraiment C'est c'est fabuleux. moi de recevoir ces petits témoignages. Et comme vous Ouais. l'évoquiez tout à l'heure, on a des maladies de Crohn qui guérissent, on a des scléroses en plaques en rémission pendant des années. En C'est fait, ce qui se passe, c'est que, alors, moi, je suis dans une situation différente. Déjà, vous êtes médecin et je sais que c'est pas un long fleuve tranquille, hein, puisque vous avez des fois oui. des embêtements, entre guillemets. Nous, on est naturopathe, donc on n'a pas la légitimité que vous avez. Et lorsqu'on obtient des résultats, ben, on a tendance à s'auto-censurer, à ne pas en parler, parce qu'on va être pris pour charlatan, menteur, etc. Moi, Mhm. aujourd'hui, je commence à faire des petites vidéos sur la maladie de Crohn. Bon, vous avez vu la coaxience bilatérale, c'est un beau résultat. La Oui. personne vient me voir avec une arthrose à droite et à gauche.
Ses médecins lui disent, on va vous mettre une prothèse. Ça l'embête beaucoup parce elle est c'est une fanatique de la marche norvégienne. Et aujourd'hui, elle a une hanche d'une personne de 20 ans, quoi, qui s'est toute refaite. C'est Génial, fabuleux. génial. C'est On a fabuleux. des résultats comme ça extraordinaires, hein. Comment? Malheureusement, on a des résultats extraordinaires. Malheureusement, c'est pas du 100%, mais voilà, Alors, ce genre de résultat, je sais très bien que c'est pas miraculeux, mais en même temps, on peut pas le dupliquer. C'est-à-dire que une autre personne vient me voir, si elle n'a pas le même investissement, il y a tellement de paramètres personnels qui sont attribués à la personne. C'est-à-dire le thérapeute, il peut être aussi compétent qu'il veut ou qu'il peut. Si le client patient ne joue pas le jeu, ça ne marchera pas. ouais, tout à fait, Et tout à fait. c'est là notre limite, en fait. La limite de la médecine que vous pratiquez et celle que je fais, même si nous, c'est pas de la médecine, puisqu'on n'a pas le droit d'utiliser ce mot. Mais en tout cas, euh, en tout cas, j'ai quand même aussi relevé des traits de caractère. Toutes les personnes où j'ai eu des résultats spectaculaires, maladie de Crohn ou la coaxiale bilatérale ou d'autres, c'est toujours des personnes qui avaient quelque chose en commun, des personnes très engagées, qui Ouais. étaient très volontaires et euh, qui avaient beaucoup de volonté. Et Mhm. je pense que les réussites que vous avez, si vous tiriez un portrait psychologique de ces personnes, on revoit ces qualités qui ressortent. Vous êtes d'accord ou pas? Tout à fait, tout à fait. Et Il les faut que personnes qui sont tièdes et qui avancent pas ou qui s'engagent pas, ils n'ont pas de résultat. c'est comme les diabètes type 2 ou les prédiabètes type 2 résistance à l'insuline. Moi, je dis aux patients qui viennent avec ce diagnostic, et c'est confirmé, je dis voilà, vous allez guérir. Peut-être en quelques semaines si vous n'avez que 4-5 kilos trop, voire en 2 mois si vous avez 20 kilos trop. Guérir votre diabète type 2, plus prendre de médicaments, plus prendre d'insuline, mais si vous le voulez seulement. Et le voulez, le vouloir, c'est manger différemment, c'est se bouger tous les jours, et c'est prendre des compléments alimentaires en fonction des déficits. Donc c'est le patient qui décide, c'est pas le médecin qui guérit, c'est le patient qui décide s'il veut, oui ou non, se guérir en fait. Ah, alors, le diabète, là, ça m'interpelle. Il y a le diabète maigre et le diabète gras. Le diabète gras, c'est le 2 ou le 1? Alors, le diabète type 2, c'est le diabète anciennement du vieux gros. Donc, on attrape dans un certain âge, 40, 50, 60 ans ou plus, lié au surpoids principalement. Et maintenant, on a du diabète type 2 chez des jeunes. Le record aux États-Unis, c'était à l'âge de 5 ans et demi. Parce qu'ils mangent comme des cochons, des tartines, des sandwichs, des patates le soir, ils ne se bougent pas, les gosses. Et alors, le diabète type 1, qui est une maladie auto-immune, on fait des anticorps contre son Un pancréas. diabète où il y a plus d'insuline. Voilà, il peut arriver très tôt dans la vie, même chez des enfants, et on met de Et l'insuline. celui-là, vous le guérissez, celui-là? Non, alors il y a des voies d'approche, c'est de donner du GABA à de grosses doses, plusieurs fois par journée. Dans la journée, on peut refaire des îlots de Langerhans à partir des cellules à glucagon du pancréas. Et c'est vraiment, il y a plein d'articles qui sortent là-dessus. J'ai eu 3-4 guérisons de Même mes... même quand le pancréas est complètement sclérosé? Exactement, tout à fait. Il y a des diabètes type 1 guérissables par des doses de GABA, donc étalées sur la journée 5-6 fois. Il y a plein d'articles qui sortent. Moi, j'ai eu 3-4 de mes patients guéris, diabète type 1, avec ce Même traitement. sur des diabètes qui étaient type 1 depuis de nombreuses années? Alors, mes patients avaient diabète type 1 depuis quelques années, tout à fait, hein, quelques années. Alors ça, c'est surprenant parce que C'est c'est... révolutionnaire. J'ai d'ailleurs fait une conférence Ouais. en congrès international sur le diabète. Ça avait lieu à Monastir. Et j'ai fait une conférence là-dessus avec Sonia Vigneux, qui est une collègue Nutri. Elle a fait son mémoire de fin d'études justement sur ce sujet-là. Voilà, on a présenté ça. Alors c'est fantastique parce que là, on voit la capacité de Révolutionnaire, hein. gras se régénérer qui est stupéfiante. Et le GABA, c'est une molécule qu'on trouve dans le cerveau. C'est ce qui fait qu'on Oui, est plus. le GABA, oui, oui. Eh Oui. bien, le GABA a des effets. Donc, on en trouve plein, plein dans le pancréas. On se demandait qu'est-ce que ce GABA fout dans un pancréas. Eh bien, en fait, il gère l'immunité au niveau du pancréas et il a un effet anti-diabète type 1. Donc, il permet, alors, je ne sais pas dans quel pourcentage de cas, je n'ai pas encore assez d'expérience, mais de vraiment de régénérer les îlots de Langerhans, les îlots qui sécrètent de l'insuline dans le pancréas. Et donc, d'après ce que vous expliquez, le GABA freinerait, puisque c'est une maladie auto-immune, donc il Tout à freinerait fait. le, Il y a un effet au niveau immunitaire. l'attaque de l'organisme. Tout à fait. Tout à Voilà. fait. Et en plus de ça, qui le freine, il le régénère. Comment? Il contribue à sa régénération.
Ouais. En fait, il y a deux hormones dans le pancréas. Le glucagon, elle fait monter la glycémie et C'est ça? l'insuline, elle fait baisser. Oui. Et donc, chez les diabétiques type 1 auto-immun, parce qu'il y a diabète type 1 par épuisement du pancréas, diabète type 2 mal guéri, enfin mal maltraité, qui est le pancréas. Mais ça, c'est pas diabète type 1 auto-immun. Le vrai diabète type 1 auto-immun, en fait, il reste les cellules à glucagon, mais les cellules de Langerhans, qui est l'insuline, ont disparu en grande partie. Et on peut, s'il y a un mot particulier, on peut transgénérer les cellules à glucagon en cellules sécrétant de l'insuline D'accord, grâce d'accord, au GABA. Grâce d'accord. au GABA. Ah, c'est-à-dire les cellules les cellules du glucagon peuvent se Deviennent des transformer cellules en d'insuline. cellules. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. En fait, ça me fait penser au mécanisme d'aromatage où une hormone, la progestérone peut se transformer en estrogène. Bon, c'est la testo. Donc en fait, la testostérone, La testostérone, l'aromatase se transforme voilà. en oestrogène. Et d'ailleurs, les dames qui ont des beaux taux d'oestrogène, eh bien, madame, ça vient de votre testostérone. Ça, vous ne le savez pas. Et les hommes gras ont beaucoup d'aromatase dans le tissu gras. Donc c'est pour ça que les hommes gras ont des seins, des problèmes de prostate. Et on peut aussi aromatiser congénitalement, mais c'est principalement lié au surpoids en fait. Et c'était quoi le mot que vous avez utilisé pour cette transformation? Pas le mot que vous venez d'utiliser, vous avez... Pour les cellules à glucagon, Oui, il y a un mot, je crois que c'est transgénér... oui, tran- vous n'avez pas transgénération. ouais, c'est ça. En fait, c'est- le mot, Grosso modo, c'est la capacité d'une molécule à muter dans une autre molécule. voilà, cellule mute vers une autre, tout à fait. D'accord. Mais est-ce que c'est une sorte de réminiscence? Alors, je ne suis pas très bon là-dessus, mais je crois on dit que le corps se crée à partir d'une seule cellule au départ, l'organisme. Oui, non, Est-ce qu'il y a une sorte de réminiscence de cette ce sont capacité? des cellules pluripotentes initiales qui vont C'est devenir ça? un peu tous les tissus. Et puis finalement, les gènes inhérents aux neurones sont inhibés, les gènes inhérents à la cellule cardiaque sont inhibés, puis la cellule va là où on lui dit aller, elle va dans le pancréas faire de l'insuline. Et donc, on pourrait, en désinhibant certains gènes, faire que ces cellules, en fait, réacquièrent des propriétés qu'elles n'ont plus au moment où on les traite. Est-ce que c'est la notion, je prends un risque à dire ce mot, de polymorphisme est adaptée? Est-ce qu'on peut parler de polymorphisme? Mais non, en fait, toutes les cellules sont spécialisées à partir d'un ovocyte et de spermatozoïdes. En fait, ça se divise en deux, en quatre, et ça fait plein de cellules. Et puis, certaines vont des cellules nerveuses, d'autres des cellules cardiaques, d'autres cellules de la peau, d'autres cellules de l'œil. Mais potentiellement, en fait, les chromosomes, une grosse partie du chromosome est réprimée. Donc, en fait, il y a plein de matériel génétique qui n'est plus utilisé pour synthétiser telle ou telle protéine. Et donc, on pourrait relancer la synthèse de certaines molécules par ces cellules-là, euh, voilà, revenir en arrière, en fait. Et juste pour terminer, j'aimerais avoir votre avis sur, vous savez, les généticiens, ils disent que on n'aurait que un tout petit pourcentage de gènes codés et que tout le reste ce serait des gènes poubelles, les gènes non Ouais. codés. Est-ce que les 96 ou 97% de gènes non codés, c'est le potentiel de notre libre arbitre qui pourrait s'exprimer là? Tout à fait, oui, oui. Il y a plein dans nos gènes de cellules à peau, il y a des gènes réprimés, ils ne font pas faire d'insuline, ils ne vont pas faire de glucagon, de testostérone ou quoi que ce soit. Mais également, on parle de parties de gènes poubelles, et on se rend compte finalement, ils ne sont pas si poubelles que ça, parce qu'ils donnent Bien quand même sûr. à certains RNA qui servent à d'autres choses, qui servent à gérer justement enfin, les ribosomes, etc. Ça, c'est très, très, très complexe. On découvre plein de choses, en fait. Et justement, tout à l'heure, je parlais des axes importants qui permettent de donner de l'espoir aux êtres humains, donc tels que l'épigénétique ou la neuroplasticité, et le fait aussi d'avoir une très grosse quantité de gènes non codés, ça nous ouvre les horizons à notre libre arbitre, notre capacité à s'auto-régénérer, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être c'est l'avenir, tout à fait. Ouais. Voilà. Mais En tout bien, cas, on oui, utilise des cellules souches de plus en plus pour réparer des organes. Donc, on a fait c'est un ça. infarctus, on utilise des cellules souches
qui ont la capacité de devenir des myocytes dans les cellules cardiaques, en Mm. les greffant, en les amenant dans le cœur. Et il y a pas mal on travaille beaucoup là-dessus pour l'instant. Et C'est-à-dire on pourrait faire un stage à ces cellules et on leur ferait apprendre ce exactement, dont on aurait besoin pour faire exactement. régénérer Tout à fait, l'organisme. tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est Ça, ça. c'est un pan de la médecine qui a beaucoup Mhm. d'avenir, ça. Tout à fait. Ouais. Mais en médecine, en médecine, on connaît encore rien, hein. Je crois Oui, que oui, oui. Oui. l'important va seulement arriver. On connaît encore rien en médecine. C'est les balbutiements pour l'instant. Et est-ce que le devenir de la médecine, c'est entre autres la médecine quantique, la médecine énergétique, la médecine subtile? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est clair, moi je suis un admirateur cet interniste américain d'origine indienne, allez, Chopra. Ah oui, oui, Copra. Ah oui, il est Donc, fantastique. je suis admirateur, lui fait le lien entre la physique quantique et la médecine, c'est génial ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me risque à dire que la médecine subtile, la médecine énergétique, c'est l'avenir C'est de clair. la médecine aujourd'hui qui est très mécanique, qui est très matérialiste. Et peut-être que toutes les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, les organes, enfin, vous savez, il y a certaines personnes qui ont vécu des miracles. Il y a des chercheurs, des médecins qui se posent des questions sur la capacité du corps à sortir de certaines règles biologiques pour régénérer l'organisme. Est-ce que là, les réponses ne sont pas justement dans le subtil énergétique, justement? Probablement, probablement. Ok. En tout cas, Voilà. franchement, j'ai adoré l'intervention, notre échange. Je vois que on est au diapason et ça me fait beaucoup plaisir de rencontrer des médecins comme vous. Et je peux vous dire sans histoire de vous flatter, je pense que vous représentez la médecine de demain. Et je pense que la Ouais, médecine de demain, elle doit aller dans cette direction, autrement, elle va s'enliser. je crois. Je crois. C'est très compliqué, hein, parce que le problème, pour ce genre de métier, il faut s'intéresser à tout et être ouvert à tout. Et surtout être Une ouvert. approche holistique, une approche Voilà. holistique. Moi, je me souviens quand j'étais en chirurgie sérico-faciale, en cancérologie pure et dure, des années 80, eh bien, ce que j'ai fait, je me suis inscrit en acupuncture à Paris et j'ai appris l'acupuncture à l'hôpital Beaujon à Paris et j'ai donné des cours là-bas pendant 12 ans. Donc, c'était le grand écart, la grosse chirurgie, hein. On faisait ce que j'appelle des gueulectomies, des tronchéctomies avec des reconstructions et puis j'allais suivre un cours d'acupuncture à Paris. Donc, c'était Vous génial. avez fait de la chirurgie? Oui, hein, moi j'ai fait la chirurgie sérico-faciale, cancérologique, oui, tout à fait. La chirurgie. D'accord. Et moi, en tant qu'ORL, mais j'ai opéré quelques centaines de microchirurgies dorées, donc tympans osselets, j'ai opéré des sinus, des nez, des sinus, je sais pas, 1500, 2000. Ouais. Et là, vous étiez dans une médecine allopathique pure. Ah oui, Pure. c'est nécessaire, nécessaire, hein, quand on a un cancer, je sais pas moi, du larynx, ben, il faut savoir, voilà, il faut savoir retirer la tumeur, voir le larynx et reconstruire pour que le patient soit vivant après. Ouais. D'accord. Et la médecine que vous faites aujourd'hui, c'est celle qui résonne le plus. Ben voilà, il faut évoluer. On peut pas, moi, je ne vais pas faire le même métier toute ma vie. Donc dans la médecine, ben, je suis des voies qui m'intéressent et puis je suis un peu mon instinct. Là, vous êtes médecin depuis 42 ans, 40 ans, à peu près. 40 ans, oui. Combien? Et en fait, 40. la médecine que vous pratiquez, vous la pratiquez depuis combien d'années? 10 ans, 15 ans? Alors, j'ai fait la Nutri avec Curté il y a 30 et des ans, 32, 33 ans. Ah, ça remonte à 30 ans Ouais, déjà. la Nutri, puis et puis je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose d'énorme dans la pratique. Je coinçais sur des tas de pathologies parce qu'il me manquait l'hormonologie en fait. Et puis j'ai fait l'hormono. Et puis j'ai encore fait plein de petites de formations à côté. Voilà. Et encore D'accord. maintenant, je suis des cours. Je suis allé à Lyon suivre un cours de 2 jours sur les infections froides, donc Lyme, etc. Voilà, je suis des cours sans arrêt. D'accord. Ah non, mais c'est Pardonne, voilà. fantastique. Eh bien, écoutez, quand je vais ouvrir mon centre de bien-être, si je vous invite, vous viendrez nous voir? Bah, jeter un coup d'œil, oui, mais venir travailler, non. Non, non, pas venir travailler. Non, non, pas venir travailler. Là, Jeter un coup d'œil. j'ai encore du travail à faire maintenant, donc Oui, je sais bien, je sais bien. Ah, mais je sais que vous n'avez pas besoin qu'on vous emploie. Vous avez déjà assez de choses. Mais en tout cas,
le métier que je fais, pour moi, c'est très important de faire des ponts avec des gens comme vous, parce que Ok. c'est la naturopathie aussi, elle doit progresser. Tout à Euh, fait. et moi, je vois que, il y a une naturopathie qui est archaïque, Mhm. et moi, je souhaite, par les contacts que j'ai avec des médecins, des chercheurs, de la faire évoluer C'est bien. sur un aspect plus scientifique et plus factuel, et pas parce qu'il y a des choses qui sont affirmées en naturopathie génisme qui sont fausses. Et la naturopathie, si elle ne fait pas des efforts, elle va se dégrader. Tout Donc, à fait. autant vous, vous faites des efforts pour faire évoluer la médecine allopathique et les naturopathes, ils ont besoin de faire ça aussi dans leur spécialité parce que autrement, on peut dire et faire n'importe quoi, quoi. Je vais devoir vous laisser parce que j'ai encore du boulot là Un pour. grand merci, un grand Voilà. merci. Ça a été un grand plaisir de C'est un discuter avec vous. plaisir. C'est un plaisir. Merci. Et puis, on reste en contact aussi. On pourra Ok. échanger des informations. Sans problème. Merci beaucoup et Bonne soirée. à une prochaine peut-être.